question, vas-y. Madame Comte, avez-vous perçu des signes avant-coureurs à la libération de votre camp? Des signes avant-coureurs. Tu me poses une question là. Notre camp d'abord, c'était un commando, le commando où j'ai passé la plus grande partie de mon séjour en Allemagne, un commando qui était dans le sud de Berlin, dans la banlieue de Berlin, au milieu de 7 usines. 7, tant de jours que dans la semaine. Et il y avait 3000 hommes, 3000 femmes qui fournissaient de la main-d'œuvre à ces 7 usines. Les signes avant-coureurs, c'était les bombardements qui sont devenus de plus en plus fréquents. Le jour, la nuit, pour finir par le bombardement qui a détruit en partie l'usine Siemens, dans laquelle les Françaises travaillaient, et qui a détruit le camp complètement. Je t'ai dit que c'était un commando. Tu m'as posé une question, j'ai oublié une partie. Quand est-ce que les bruits ont commencé? Les bombardements, je pense que c'est au début mars, mais je n'ai jamais eu la notion des dates. Il y a certaines dates, mais... Alors, je t'ai parlé de commando. Il faut peut-être t'expliquer que les commandos, c'était des petites unités qui émanaient d'un camp principal. Et le commando de Gartenfeld, il dépendait d'Oranienburg-Sachsenhausen, qui est un des premiers camps de concentration. Ça a été d'abord Oranienburg, les camps qui ont été créés. Oranienburg a été créé pour les opposants au régime d'Hitler dès 1933. Lesquels prisonniers d'Oranienburg ont construit Sachsenhausen. Et Sachsenhausen abritait l'école de formation des SS gardiens de camp. Tu vois, si on était bien logé. Gartenfeld, c'était un petit camp, un commando. Oui, ça te va comme... J'ai tout répondu. Et qui vous a libéré et quelles images vous reviennent aujourd'hui? Qui nous a libérés? Les Russes. Les armées russes. Mais là, nous n'étions plus à Gartenfeld. Notre commando a été brûlé et on nous a rapatriés, si on peut dire, à Sachsenhausen. Sachsenhausen a été abandonné par les Allemands quand ils se sont trouvés encerclés par les Russes. Et je me suis trouvée à être de ceux et celles qui sont restés dans le camp abandonné par les Allemands. C'est les Russes qui l'ont ouvert. Ma première image, c'était un soldat, en uniforme bien sûr, avec un faciès mongol, à côté d'un petit cheval, mais qui n'était pas plus haut qu'un pied à poil long. Mais pendant ce temps-là, la place d'appel, vous avez entendu des places d'appel de ces grandes places où on réunissait tout le monde pour les compter, la place d'appel, elle était occupée par toute une troupe de chevaux montés par des cavaliers, alors des cosaques, avec des grands bonnets. C'était des chevaux immenses. Voilà ma première impression. Quel jour était la libération exactement? Je pense que c'est le 23 avril 1945. J'ai dit je pense parce que moi j'ai dit longtemps le 25 avril, et puis dans des documents, que j'ai vu après très longtemps, j'ai vu le 23, enfin à 2 jours près, c'était fin avril. Madame Comte, quel moment gardez-vous de cette libération?
je vais vous redire, tout à l'heure, je vous ai dit, vous m'avez posé, enfin, plusieurs fois d'une façon orale, si on peut dire, quel sentiment, quel souvenir fort, etc. Oui, ben je ne sais pas, parce que je ne peux pas vous dire quel sentiment. Hein. Ils étaient là, c'était l'aboutissement, l'aboutissement d'un espoir, mais l'aboutissement d'une période où on a souffert beaucoup, l'aboutissement, c'était parmi les bombes, la bataille faisait rage et les obus passaient au-dessus du camp, hein, entre les Allemands et les Russes. Les bombes incendiaires, je ne sais pas si vous savez, les bombes incendiaires qu'il y avait à l'époque, c'était des petites bombes d'aluminium qui étaient de phosphore plutôt, hein, alors qui volaient dans la tourmente une espèce de tourmente d'orage, hein, des bombes, et, qui s'enflammaient au sol, qui enflammaient les baraques. Alors, le sentiment qu'on a eu, oui, c'était, je sais pas, moi je peux pas te dire, et je ne veux pas extrapoler, si tu veux. Ils étaient là, ils étaient là. Mais quelle réaction ont eu les libérateurs en vous voyant? Oh, ça, je peux pas te dire. Je peux pas te dire parce que, d'abord, j'étais pas dans la fraction de population des camps qui avait en charge l'organisation interne du camp. Hein. Nous, on était les petits, on était les prisonniers. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction. Réflexion faite quand même, c'était des Russes. Et je ne sais pas si on a les mêmes documents de l'armée russe qu'ont eu les documents de l'armée américaine. Et quelles réactions se sont établies avec eux? Avec les Russes, aucune. Tu vois, c'est la réponse que j'ai faite à ton amie, à ta voisine. Nous, on a été libérés, puis bon. Et avec les autres prisonniers? Les autres prisonniers, oui, on était ce qui restait dans le camp, puisque ce que je vous ai pas dit, c'est que le camp de Sachsenhausen avait été évacué par les Allemands. Et toute une partie du camp était sur les routes au milieu de l'armée russe. Et simplement, quelques-uns avaient pu rester à l'intérieur du camp. Je faisais partie de ceux-là. C'est assez compliqué de répondre brutalement à vos questions. J'avais dit ça à votre professeur, que les allées et venues, ça allait souvent, parce que les réponses brutes à ce que vous me demandez, ça demande une explication d'événements antérieurs à la question que vous me posez. Avez-vous pris conscience de l'univers dans lequel vous étiez quand on vous a libéré? Tu sais, je crois que dès le premier jour de notre arrivée en Allemagne, on avait pris conscience, les unes et les autres d'ailleurs, qu'on arrivait dans un truc infernal. Parce qu'on te dépossédait de tout. Mais ça n'est pas à la libération. On t'est dépossédé de tout ce que tu avais matériellement. On essayait de te déposséder de tout ce que tu avais dans ta tête, hein, dans ton cœur et dans ta tête. On te faisait vivre dans un anonymat, puisque on nous enlevait notre nom, on nous donnait des numéros. On nous faisait vivre dans un univers absolument polyglotte. Moi, je parlais plusieurs langues. Je parlais un peu, bien sûr, le français, un peu d'anglais et un peu d'allemand. Donc avec ça, on avait quand même un certain... J'avais un avantage par rapport à beaucoup de mes amis, mes camarades, qui ne parlaient que le français. On était entourés de langues étrangères. Et on était plus héros, tellement numéros qu'on nous mettait souvent toutes nues par plus de 1000 sur une place d'appel, rangées par 5.
Alors, à la Libération, cet univers-là, tu vois, la question serait presque été avant la Libération. Et est-ce que vous avez découvert autre chose, enfin, d'autres bâtiments où vous n'avez pas accès? Ah oui, d'autres bâtiments. Oui, j'ai certainement découvert d'autres bâtiments, mais non, parce que c'était un fait, un camp que je ne connaissais pas. Notre commando, je le connaissais bien. Sachsenhausen, je ne le connaissais pas, mais je ne pense pas m'être éloignée du bloc où j'avais atterri, qui n'était d'ailleurs pas le bloc qu'on m'avait attribué, puisqu'il était brûlé. Et avez-vous éprouvé un sentiment de fuite? Enfin, au moment où vous avez été libéré, vous avez voulu partir tout de suite ou vous vouliez justement découvrir les autres bâtiments Bah, tu sais, partir tout de suite. Je crois que c'était pas bien facile de partir tout de suite, parce que c'est difficile quand tu es parqué dans un camp. Alors, ce camp de Sachsenhausen que nous, on avait, enfin, le groupe des Françaises et le groupe de Gartenfeld, on ne connaissait pas, puisqu'on était parti de Ravensbrück à Gartenfeld, en étant numéroté à Sachsenhausen. Tu vois que c'est assez compliqué. Et non, je ne sais pas répondre à ta question, là, je m'excuse, mais... Ou alors répète-la moi pour que... En fait, au moment où vous avez été libéré, sur le moment, qu'est-ce que vous avez fait enfin, comment ça s'est passé en fait? C'est la première fois qu'on me pose cette question, et de cette façon-là, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai été voir maman qui, elle, était soignée au Urvir, parce qu'elle était malade. C'est pour ça que j'ai pas quitté le camp, c'est parce que maman était au Urvir. J'étais avec maman tout le temps que j'étais en Allemagne. Je suis retournée voir maman, parce qu'on m'avait assigné à coucher dans une baraque qui n'était pas la mienne au départ. J'ai le souvenir d'un liste qui m'a fait visiter le camp, mais le camp originel de Sachsenhausen. C'est ce qu'on appelle le petit camp. Et alors là, j'ai découvert... Mais alors lui, il voulait m'endoctriner, mais je l'ai pensé qu'après, tu vois. J'ai découvert qu'après qu'il était communiste, j'ai découvert qu'après que c'était un essai d'endoctrinement qui m'a fait visiter les premières baraques du petit camp avec une véritable descente en enfer. Tu avais d'abord des cellules à peu près convenables, après de moins en moins convenables pour finir par une cellule où les prisonniers étaient enchaînés, les pieds et les mains, et puis la dernière cellule où c'était une espèce de cachette, les oubliettes des châteaux Fnou. Et ils n'avaient plus à manger, on les laissait là dans ce trou-là. Et puis, je n'ai pas compris à ce moment-là, parce qu'il m'a fait visiter ça, puis il m'a relâché dans le camp. Comme je n'avais pas répondu, parce que moi, la politique, je ne connaissais pas, je n'avais pas répondu avec ces mots, je n'avais pas répondu à son attente, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais revu après. Ça a été aussi pour moi un moment de solitude, parce que moi, je m'étais trouvée toute seule avec des Russes, des Polonaises, etc., dans le coin où on m'avait donné un chalet, tu vois. Sur une plaie. Hein, et puis on l'a un petit peu ouverte, hein, parce que la libération du camp, je n'en parle pas souvent. Hein. L'arrestation, bien sûr, j'en parle de temps à autre, mais hein, c'est ça que vous êtes en train de faire. Et qui va se passer tout pendant les deux mois où on va être... Le concours de la résistance va m'appeler à reparler de
de notre emprisonnement et notre séjour en Allemagne. Tu vois, voilà, voilà l'atmosphère, tu vois, de ce truc-là. Tu peux poser peut-être ta question maintenant. C'est peut-être le fait de dire encore Madame Comte, Madame Comte, C'est parti. Dans quelles conditions s'est passée votre arrestation? Ah, mon arrestation. Au lieu de quelles conditions, je vais te répondre dans quel cadre. Parce que c'est dans le cadre de la résistance. C'est aussi à l'occasion d'un retour de bombardement au Mans sur les usines de moteurs d'Arnage par un groupe de bombardiers américains. Ce groupe a donc bombardé le matin, un dimanche matin, le 4 juillet 1943. Et en s'en retournant, ils ont été pris par la DCA, qui était ça y est, j'oublie, la défense contre les avions, la défense aérienne. Et le moteur d'un de ces bombardiers a été touché. Il l'a perdu. Alors, un bimoteur privé d'un moteur, il est déséquilibré. Il a tourné un moment au-dessus de la forêt des Couves pour ne pas tomber sur la ville d'Alençon. Il s'est mis sous le vent et là, le pilote a lâché des parachutes, son équipage en parachute. Ça se passait à midi, à Belfond, à 6 km d'ici, et juste au sortir de la messe. Alors, vous imaginez, alors il y avait 7 parachutes qui descendaient tranquillement avec leurs bonshommes. Tout le village se rassemble, tout le village participe à récupérer les aviateurs, à cacher les parachutes. Et puis, à 6 km de Belfond, les résistants se précipitent, et surtout se précipitent là-bas parce qu'ils savaient comment, ils faisaient partie d'un tas de choses. Ce résistant, c'était mon père, qui était responsable départemental de un des chefs départementaux de plusieurs secteurs de la résistance, c'est-à-dire de l'évacuation des prisonniers, je bafouille, on recommence. Il était responsable, entre autres, d'une chaîne d'évasion. Et cette chaîne d'évasion, c'était des points, des circuits qui pouvaient accueillir les aviateurs qui, comme ceux-là, ce dimanche-là, atterrissaient en France. Et le rôle de cette chaîne d'évasion, c'était de leur faire reprendre leur action, leur position dans leur régiment le plus tôt possible. Et puis, il y a des résistants de Belfond aussi. Comprenez bien que les Allemands, qui avaient une commandanture assez, se sont eux aussi précipités. Mais un peu après, et quelle n'a pas été leur fureur de se trouver devant simplement un corps mort, qui lui n'était pas tombé en parachute, et un Américain qui a été parachuté, mais en dehors des autres, et qui n'a pas pu être sauvé. Donc, 7 parachutes, plus ils n'ont retrouvé que le mort, plus le 7e. Les 6 autres étaient mis en lieu sûr. Donc, vous comprenez bien que la gendarmerie, il n'y avait pas de Gestapo encore à l'époque, s'est excité là-dessus, a emprisonné, a arrêté un tas de gens à Belfond, a arrêté des gens assez,
Ils ont arrêté mon grand-père et ma grand-mère qui habitaient à Alençon. Des bonnes langues ou des mauvaises langues leur avaient dit qu'il y avait paysans qui étaient dans le coup. Et ils ont cherché papa. Et nous avons été arrêtés le 21 juillet. Nous, c'était maman, mon petit frère et ma petite sœur. C'était dans le nord de la Sarre, c'est le Boine, et où papa nous avait évacués, si on peut dire, cachés. Et les Allemands nous ont retrouvés. On a été interrogés à la commandanture. Voilà pour répondre brutalement à votre question. Comment j'ai été arrêtée. Vas-y. Et quelles images vous reste-t-il aujourd'hui de votre arrivée au camp? Ah mon arrivée au camp. Oui, alors il y a quand même un grand bout de temps entre mon arrestation, le 4 juillet 1943, et mon arrivée au camp, le 12 ou 14 août 1944. J'ai passé 9 mois en prison, plus j'ai fait différents allers-retours entre les prisons, le château des Ducs, des interrogatoires, Romainville, un grand périple. L'arrivée au camp. Alors, notre arrivée... J'ai fait plusieurs stations. On nous a emmenés, on a fait un court séjour au camp de Neubrem, qui est près de Sarrebruck, qui était un petit camp, mais on y est resté peut-être une semaine, je ne sais plus. Nous sommes arrivés donc le 14 août, 12 ou 14, à Ravensbrück. On nous a débarqués, comme vous avez dû voir dans différents films, sur le quai de la gare de Fürstenberg, qui est un petit village à 80 km au nord de Berlin. Et puis là, alors, nous avions encore des bagages, le peu de choses qu'on nous avait tolérées en prison. On nous a acheminés comme une espèce de horde de pauvresses. Nous n'étions que des femmes, sur un chemin, plein de petits pavés, enfin fait de pavés de petits pavés ronds, jusqu'au grand camp de Ravensbrück. Notre arrivée, c'est ça, on débarque du chien. Alors tu es entouré, tu sors de wagons, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez dû voir ça à la télé, ces fameux wagons à bestiaux, où on était 100 par wagon. On nous a sortis de ces wagons, entourés de SS, parce que là c'était les SS, avec des goumis. Les goumis, c'était des bâtons de caoutchouc qui rallongeaient leurs bras et qu'ils agitaient comme des matraques. C'était des matraques, en fin de compte, des matraques souples. Et puis des chiens, pour être sûr qu'on ne se sauve pas, parce que les chiens, c'est très efficace. Voilà pour l'arrivée brutale à Ravensbrück. Et est-ce que vous pourriez nous décrire le quotidien du camp? Quelle sorte de travail vous deviez faire et les humiliations que vous subissiez? Ah. Alors je vais finir par le dernier mot, les humiliations. Parce que les humiliations, on a commencé à nous les faire sentir, à nous les faire percevoir en arrivant au camp. Alors tu nous imagines avec nos paquets, avec nos vêtements normaux. Alors c'était en plein été. Moi j'avais une robe d'été, mais on avait toutes des robes d'été. Notre convoi, il y avait des gens de tous les âges. Je devais déjà être la plus jeune. Et puis il y avait des gens qui avaient l'âge que j'ai maintenant.
le premier travail, ça a été de nous faire poser nos affaires. La première chose qu'on nous a dit, c'est poser vos paquets. Après ça, on est passé devant une table. Il a fallu qu'on donne nos montres, nos bagues, nos colliers, enfin, tous nos bijoux, qui avaient de la valeur ou pas de valeur, peu importe. Et puis on nous a demandé de nous déshabiller. Et puis nous sommes ressortis sur la place d'appel. Vous imaginez la place de la cour d'école, de votre cour d'école? On est arrivé, on était à peu près 1 millier de femmes, je pense. Et toutes nues. Notre convoi n'a pas eu les cheveux rasés. Mais certains convois, on les rasait tout. Les cheveux, j'ai eu des camarades qui m'ont raconté. Enfin, nous, on n'a pas été rasés. Alors, cette humiliation d'être tout nu, au milieu d'un tas de gens, d'un tas de femmes. Moi, j'étais avec maman. On avait nos voisines de camp, nos voisines de prison, enfin des camarades de prison. Bon, on s'était bien lavé en prison, mais on n'avait pas été à s'exhiber toute nue comme ça pendant. Et puis alors après, alors on nous avait déjà débarrassé de beaucoup de choses, hein. Comme humiliation, c'était déjà pas mal. Après, on nous a dépossédé de notre nom et on nous a donné un numéro. Et à partir du moment où on a donné un numéro, on n'était plus qu'un Stück, c'est-à-dire, si vous aviez fait de l'allemand, c'est un morceau. Hein. Alors le Stück, il avait ce numéro, il fallait savoir le redire, le prononcer et le reconnaître. Alors on est arrivé dans les 53 000 et quelque chose, je dois avoir le numéro à Ravensbrück, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est 53 425, quelque chose de ce genre. Tu imagines une femme de la campagne, mais j'en ai surtout une en mémoire, qui tenait un café dans une bourgade pas loin d'ici, qui n'a jamais pu prononcer son numéro, qui n'a jamais pu l'entendre ni le reconnaître. Elle n'était plus que ça. Et comme elle ne le reconnaissait pas, c'est un coup de gommi à chaque fois, parce qu'elle ne sortait pas du rang assez vite. Tu vois, hein, voilà les humiliations. Et donc le travail que vous deviez faire? Alors, le travail, moi je vais te parler à ce moment-là du camp, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais j'étais à Ravensbrück. De Ravensbrück, je ne suis restée qu'en quarantaine, parce qu'on nous mettait en quarantaine. Oui, aussi l'humiliation, en parlant d'humiliation. Eh bien, c'est qu'on nous a parqués dans une tente. On n'a même pas, pendant la quarantaine, notre convoi, il a accouché dans une tente immense, gardée par des chiens. Accouché par terre, comme ça, gardé par des chiens. Sans pouvoir se laver, sans pouvoir. Alors, donc, j'ai fait Ravensbrück, la quarantaine, et nous avons été envoyés. Parmi les 1000, il y a eu 75 Françaises qui ont été désignées pour partir à Gartenfeld, qui était un petit camp, un commando de Sachsenhausen. Alors, donc, pas de Ravensbrück, qui alimentait cette usine. On était au centre de cette usine. On était dans la banlieue de Berlin. Et alors là, on nous a changé de numéro. Ce que nous n'avons pas compris, parce que comme nous n'étions pas passés par Sachsenhausen, hein, on allait de Ravensbrück, on nous a parqués dans ce nouveau camp. Il était tout propre, il était tout neuf. Hein. Alors, je vais te parler du travail que les Françaises faisaient à Gartenfeld. Tu vois, à Ravensbrück, moi, j'ai rien fait. Enfin, les Françaises de notre convoi n'ont rien fait. On a eu beaucoup de chance, nous, les Françaises, parce qu'on a été affectés
à la Siemens Kabelwerk, c'est-à-dire une usine de câbles électriques de Siemens. On travaillait bien sûr 12 heures par jour. On travaillait en alternance, tantôt une semaine la nuit, tantôt une semaine le jour. Et on était à la fabrication des câbles. Moi, personnellement, et une vingtaine de mes camarades, on était à la fin de la production des câbles, c'est-à-dire au contrôle des câbles. C'était relativement bien. Il y en avait d'autres qui étaient à la fabrication, c'est-à-dire au haut fourneau. Il y avait des câbles en aluminium et des câbles en cuivre. Il y en avait d'autres qui étaient à l'isolation. Alors là, elles vivaient dans une atmosphère humide à 90%, dans 30 degrés. Et puis elles ressortaient par moins 5, moins 10 degrés, parce que nous avons passé l'hiver 44-45. Hein. On partait le matin de bonne heure, on faisait 12 heures de travail. Alors les horaires exacts, je ne sais pas. On avait un appel le matin, on partait, on avait à peu près 1500 mètres pour aller à l'usine. Le midi, on avait une soupe sur place, dans nos ateliers. Et puis le soir, on revenait, on avait un appel pour nous compter, et on avait la soupe du soir. J'ai oublié, le matin, on avait un litre d'eau noire, qu'on appelait pompeusement le café. Pourriez-vous retranscrire l'atmosphère du camp et l'ambiance qui y régnait, comme par exemple l'odeur, la terreur ou une ambiance de mort? Oh, alors attends, vas-y, est-ce que... Suivant, allez-y. Aviez-vous des moyens matériels ou moraux d'échapper à cet univers? D'échapper à cet univers? Là, les moyens, c'était d'abord de se retrouver entre ethnies. C'est-à-dire que les Polonais se retrouvaient ensemble, les Russes ensemble, etc. Et en groupe, et les Françaises, à Gartenfeld notamment, nous avions un coin de baraque. Donc, quand on revenait le soir, on se retrouvait toutes les Françaises réunies. On se réunissait, à l'intérieur de ces 75 personnes, il y avait des petits groupes, il y avait des affinités politiques, il y avait des affinités religieuses, de croyances religieuses, et puis il y avait une, si on peut dire, une solidarité. C'est qu'on se réunissait, on se retrouvait autour du poêle. On avait un espèce de grand poêle cylindrique hein, dans le coin de la baraque, parce que nous étions au coin de baraque. Et bien on se retrouvait là, les unes et les autres, à s'épouiller. Nous avions nos vêtements remplis, les coutures étaient remplies de poux. Et un moyen de tuer les poux, c'est de passer les coutures des robes sur le bord chaud sur le bord chaud du poêle. Alors ça, c'était une rencontre. Les moyens de s'évader, je vais vous dire une anecdote. Maman a commencé à s'évader dès l'arrivée à Ravensbrück. Sur ce petit chemin dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était fait de petits pavés ronds, maman m'a dit « Ah, tu vois, ça, c'est une vallée glaciaire. Tu vois, dans le fond, là-bas, c'est la moraine frontale, et puis de chaque côté, c'est les moraines latérales. » En bonne élève, il n'y avait pas longtemps que j'avais quitté l'école, je me suis demandé ce qu'elle m'embête. Hein. Maman était professeure d'histoire, de littérature, d'histoire et de géographie. La géographie, c'est très bien pour s'évader. Et maman s'est évadée comme ça. Elle ne savait pas ce qui nous attendait, mais cette vallée, puis c'était joli, c'était en été, c'était beau. Maman a continué à s'évader comme ça avec une de mes camarades. Elle m'a dit, si je suis revenue, c'est parce que ta mère m'a fait voyager dans le monde entier. Elle refaisait son cours de géographie avec cette camarade. Elles étaient à deux à une machine. Alors voilà une forme d'évasion. Une autre forme d'évasion aussi, c'était la prière. Quand
chrétien. Et une de mes vieilles amies d'Argentan, un jour m'a dit, Françoise, tu n'aurais pas récité la prière scout tous les soirs ou plutôt, le fait de citer la prière scout tous les soirs faisait que tous les soirs, j'étais avec mes 2 garçons. Ces 2 garçons qui avaient été arrêtés avant elle. Enfin, il y avait des choses comme ça. On chantait aussi. Alors, toutes les jeunes, j'étais la plus jeune, mais il y en avait quand même jusqu'à 25 ans, on faisait encore partie des jeunes, on chantait. On s'est fait un Noël, le Noël 44-45, enfin le Noël 25 décembre 44. Auparavant, les Russes nous avaient fait vivre la fête de la lumière. Je ne sais pas où elles avaient fauché des bougies. Mais elles se sont promenées dans tout le bloc, hein, et en chantant. C'était absolument splendide. Moi, j'avais de la chance parce que quand je me promenais dans notre camp, quand j'en avais le temps, je retrouvais une petite Polonaise avec qui nous échangions en allemand ou en anglais. Une petite Polonaise de Varsovie dont le papa avait été sénateur à Varsovie, avait été fusillé. Et la maman était restée à Ravensbrück. Alors là, je ne sais plus de quoi on échangeait, mais enfin bon, bref, on échangeait. On s'écrivait aussi parce qu'on avait toujours très faim, et la faim, c'était vraiment, ça vous prenait depuis l'eau de l'estomac jusqu'au bas du ventre, à vous tordre. Alors là, pour calmer ça, on s'écrivait. Alors, il fallait qu'on vole du papier, il fallait qu'on vole des crayons, mais on arrivait à beaucoup voler sur nos lieux de travail, et on écrivait des recettes. Je vous le donne en 1000. J'ai retrouvé sur le carnet de recettes de maman les œufs au plat et le riz au lait. Hein? Faut vous dire qu'on avait faim. Parce on se donnait on fait cuire des œufs au plat, mais c'est la voisine qui sait bien les faire cuire, c'est pas soi. C'est ça l'évasion aussi. Hein? Et je pense qu'avec Madame Viel de la Ferté-Massé, qui était professeure, je pense que maman et Madame Viel ont dû échanger sur leur lecture des livres qu'elles avaient lus, des choses comme ça. C'est comme ça. Non. Le type de la relation, ça va être court. Hein? Vas-y, repose la question. Quel type de relations se sont établies avec vos tortionnaires? Aucune. Comment veux-tu, dans les conditions, qu'on ait des relations avec les tortionnaires? On n'avait qu'un truc, c'est qu'on jouait à cache-cache, à essayer d'être le plus loin possible d'être le plus loin possible d'eux. Gentiment. Allez-y. Aviez-vous une appréhension de votre retour? Non, je ne sais même pas si... Moi, personnellement, j'étais devenue un petit animal qui était en instinct de survie, tu vois. Alors, le retour, j'y avais pas pensé. On l'espérait, si tu veux, mais il n'était pas formulé dans ma tête. Et quel a été votre itinéraire? En combien de temps vous êtes rentré en France? Alors, nous avons été libérés le 23 avril et je suis rentrée en France à l'hôtel du Tessia le 3 juin. Alors, entre-temps, nous avons été parqués de différentes façons parce que la guerre était encore... c'était pas encore libéré, l'Allemagne. Hein. Elle était libérée que le 8 mai. Et puis, le problème, c'était pour les Russes et les Américains de s'arranger de tous ces prisonniers qui sortaient des camps. Bon, on est arrivé à Dombasle, c'est une petite bourgade, une petite ville d'Alsace. Alors là, on nous a sulfatés au DDT, parce que quelquefois qu'on ramène des cochonneries d'Allemagne, hein, ils avaient raison. Mais se retrouver comme ça, traité comme ça, encore tout nu. Et puis de Dombasle, on nous a fait passer, on est arrivé à Paris, à l'hôtel du Tessia, qui avait été réquisitionné, je pense, par l'armée. C'est dans le centre de Paris. Où là, on a pris nos coordonnées, on nous a
relâchés dans la nature en France. Et donc, quand vous êtes venu chez vous, quelles étaient les réactions de vos proches? Ah, quand je suis revenue chez moi. Ben, en sortant de l'UTSIA, on avait dû me donner, hein, parce que moi, j'ai pas la notion tangible, tu vois, de ce qu'on m'a donné. Mais on a dû me donner un ticket de métro et puis un ticket de train. Le ticket de métro, il m'a servi à aller voir un oncle et une tante qui habitaient dans le 19e. Là, l'oncle et la tante ont été ravis de me revoir. L'oncle a été si content qu'il a sorti du haut d'une armoire, du dessus d'une armoire, un violon et qu'il a joué une sarabande extraordinaire. Je ne l'avais jamais entendu jouer de violon, mon oncle. Et puis, bon, j'avais su quand même à Lutetia que mon grand-père et ma grand-mère étaient morts, l'un à Buchenwald et l'autre à Ravensbrück. Alors, avec mon billet de train, ben, je suis revenue ici, à C. Et puis à C, ben, je suis allée voir la maison, que j'ai trouvée bien sûr inhabitée, avec un grand trou dans le pignon. Quel trou avait été fait par l'armée Leclerc en juin 1944, parce que notre maison était au bord de la route et pour s'assurer qu'il n'y avait personne dedans. Mais notre maison était parfaitement vide. Hein. Elle avait été vidée d'abord par les Allemands, puis après ça par les voisins. Et je me suis retrouvée toute seule. Donc, avec mon billet de train, je suis allée sur Alençon, où je savais, où j'espérais du moins, mais j'étais sûre de retrouver mon petit frère chez un de mes oncles et ma petite sœur chez une tante. Et puis dans les 8 jours qui ont suivi, j'ai été malade. Voilà mon retour. Maman n'est rentrée que le 4 juillet. Pour trouver aussi la maison vide, mon petit frère et ma petite sœur, et de papa, aucune nouvelle. Voilà notre retour. Sans dessous, on n'avait plus de lit, on n'avait plus de meubles au rez-de-chaussée, on n'avait plus de vaisselle, on n'avait plus rien. Ma sœur, maman et moi, mon petit frère et ma petite sœur, on a vécu de charité publique pendant 1 an. À peu près. Oh oui, plus d'1 an. Voilà mon retour. Mais rassurez-vous, il y a eu d'autres retours de mes camarades qui se sont retrouvés dans leur famille. Ils n'avaient rien perdu, les frères, les sœurs, les parents. C'était mieux. Avez-vous eu connaissance d'actes de collaboration dans votre village? Bah, oui, j'avais eu connaissance, mais j'en avais eu connaissance avant. Parce que papa m'interdisait de parler et de côtoyer ces gens-là. Pour une raison bien simple, c'est qu'il assurait notre sécurité. Tu comprends, il ne fallait rien dire. Hein. Mais je connaissais des gens qui ont collaboré. Pourquoi tu me poses cette question? Tu sais pas, parce que c'est une question. On y va. Gardez-vous une haine contre les Allemands? Ah, contre les Allemands, non. Mais contre tout régime totalitaire, oui. Et ces régimes totalitaires, il y en a partout, qui existent encore, qui existent effectivement dans le monde. Et puis, les néo-nazis ne sont pas en quantité négligeable dans notre Europe. Mais les Allemands, non. Il ne faut pas, de toute façon. Êtes-vous retourné sur les lieux de votre déportation? Oui, à ce jour, j'y suis retournée 2 fois. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est le truc qui gratte, qui gratte la cicatrice. La première fois, j'ai mis plus de 4 mois à m'en remettre. Et il y a 2 ans, j'ai été pas bien pendant 2 mois. C'est comme ça.
il ne faut pas l'oublier, je pense que cette époque-là, il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas non plus l'exacerber, toujours la mettre, hein, tu vois, il faut... pour ma part, j'ai construit sur ça, tu vois, ça a fait un humus qu'à d'adolescente, parce que j'ai été arrêtée 15 jours après mon bac, ma première partie de bac, pour passer dans un monde adulte. Alors, ça a fait un humus, tout ça, une formation humaine. Enfin, je savais pourquoi je suis partie en déportation. Ce qui était plus dur, c'est les gens qui ont été arrêtés pour rien dans des rafles, tu vois. Ils sont partis comme ça, c'était affreux. Je pense que c'était affreux pour eux. Il y en a un qui m'a dit l'autre jour, mais j'ai l'impression, à côté de vous, les résistants, que je suis les déportés qui ont été résistants, que moi qui étais que raflé, je suis un déporté de deuxième zone. Tu vois cette sensation? Je ne veux pas dire qu'on avait ce qu'on méritait, mais quelque part. Mais c'était peut-être aussi le prix à payer pour la liberté. Alors nous, on sait ce qu'elle vaut, la liberté. Oui. Pouvez-vous encore avoir confiance en l'homme Oh bah, forcément. Baden-Powell disait qu'il y avait 5% de bon dans l'homme et qu'il fallait l'exploiter, ce 5%, pour le faire augmenter ce pourcentage. Madame Comte, avez-vous perçu des signes avant-coureurs de la libération du camp où vous étiez détenu? Qui vous a libéré et quelles images vous reviennent aujourd'hui? Vas-y. Qui vous a... Ah. Allez, reprends-toi, on y va. Ah, je le fais. Ah, d'accord. Qui vous a... 1, 2, 1. Qui vous a libéré et quelles images vous reviennent aujourd'hui? 1. Quels sentiments en gardez-vous? Jean, tu le refais, Jean. D'accord. 2, 1. Quels sentiments en gardez-vous? 2, 1. Quels sentiments en gardez-vous? 1. Quelle réaction ont eu les libérateurs en vous voyant? 1. Quelle réaction ont eu les libérateurs en vous voyant? 2, 1. Quelles relations se sont établies avec eux? Et avec les prisonniers? 2, 1. Avez-vous pris conscience dans lequel univers vous étiez? 2, 1. Avez-vous pris conscience de l'univers dans lequel vous étiez? Vous le refaites une fois. Avez-vous pris conscience de l'univers dans lequel vous étiez? 1. Avez-vous éprouvé un sentiment de fuite? 2, 1. Madame Comte, dans quelles conditions s'est passée votre arrestation? Quelles furent vos conditions dans l'arrivée au camp? 2, 1. Quelles furent les conditions de votre arrivée? 2, 1. Quelles furent les conditions de votre arrivée au camp? 1. Pour... Non. Oui. Allez, je continue. Pourriez-vous décrire le quotidien? Quelle sorte de travail effectuez-vous et quelle sorte d'humiliation subissiez-vous? Allez. Pourriez-vous décrire le quotidien au camp? Quelle sorte de travail effectuez-vous et quelle sorte d'humiliation subissiez-vous? 1. Quels étaient les moyens matériels ou moraux d'échapper à cet univers? 1. Quel type de relations se sont établies avec vos tortionnaires? Aviez-vous une appréhension du retour? Vous allez fermer les Oui. yeux. Allez. 2, 1. Aviez-vous une appréhension du retour? 1. Quel a été votre itinéraire et en combien de temps? 2, 1. 2, 1.
Quelles ont été les réactions de vos proches? 2, 1. Avez-vous eu connaissance d'actes de collaboration qui ont eu lieu dans votre village? 2, 1. Gardez-vous une haine contre les Allemands? Allez, question. Repose ta question un peu. Allez. J'arrive pas. Pose une question. 2, 1. Gardez-vous une haine contre les Allemands? Êtes-vous retourné sur les lieux de votre déportation? 2, 1. Êtes-vous retourné sur les lieux de votre déportation? 2, 1. Pouvez-vous encore avoir confiance en l'homme et en la nature humaine? 2, 1. Après ce que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez toujours avoir confiance en l'homme et en la nature humaine? On va essayer de le refaire une fois. Tranquillement, tu vas te redire. Oui. Allez, doucement, doucement. Après tout ce que vous avez vécu, 2, 1. après tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez encore avoir confiance en l'homme et en la nature humaine?